L'éco-conception d'un produit, alors vous le savez peut-être, mais ça a un objectif, intégrer la protection de l'environnement dès la conception du produit en question, mais aussi tout au long de son cycle de vie. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'éco-conception dans le monde de la lunetterie et comment ensemble, sur ce sujet, on est plus fort. Vous verrez qu'en général, c'est le cas dans pas mal de sujets. Pour en parler autour de moi, Amélie Noël, responsable du marché des biens durables au sein d'Arkema en Europe, Sandra Timon, responsable marketing du fabricant français Minima, et Cyr Dioré, cofondateur de Greenfib, qui produit une matière biosourcée et durable, et notamment ces petits gobelets que nous avons avec nous. Bonjour à tous les trois. Alors j'aimerais commencer avec vous, Sandra. Vous, ça fait près de 30 ans que votre entreprise familiale a fait le choix de l'éco-conception. Pourquoi ? Alors au départ, la société donc même pas fabriquée d'ailleurs. La société est née et créée par mon père il y a 45 ans, et il y a 30 ans, il a décidé de devenir concepteur et fabricant de ses propres produits. Et l'idée était de faire des montures très discrètes, et il est parti d'un modèle percé. Et il voulait absolument éviter la technique traditionnelle de la soudure sur le métal. Et donc, il est parti sur l'assemblage. Voilà. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un des derniers produits sortis, qui est une serre-clé avec une face en aluminium et des branches en bêta-titane. Et l'idée était de pouvoir complètement assembler les pièces pour éviter de faire du surstock, et même du stock tout court d'ailleurs, et de pouvoir travailler en flux tendu à la commande. Ça a commencé par les percés et ça continue aujourd'hui avec les serre-clés. Donc la première motivation, c'était limiter les stocks ? Limiter les stocks, et puis encore une fois les points de soudure qui pour nous étaient au niveau technique une zone de faiblesse. Alors est-ce que c'est simple, l'éco-conception ? Qui veut se lancer sur ce vaste sujet ? Cyr Dioré. Je ne sais pas si c'est simple. Moi, je dis souvent que pour concevoir un enfant, il faut être à peu près 2. Et qu'il faut tout un village ensuite pour l'éduquer. Pour éco-concevoir, il ne faut pas être très nombreux non plus, mais il ne faut pas être tout seul. Il faut se confronter un peu, et puis après, on est tous à utiliser les objets. Et en matière de comportement et d'éco-comportement, il y a des gros enjeux. Donc l'éco-conception, c'est pas simple. On va partager plein de trucs, à mon avis, mais par exemple, il faut changer de regard. Donc, il faut aller chercher des regards différents de ceux qui ont l'habitude de faire toujours la même chose. On a tous ces habitudes-là dans nos domaines, et il faut aller chercher d'autres regards déjà. Il faut aller chercher les usagers. Les usagers sont essentiels. On ne conçoit pas pour soi, on conçoit pour eux. Donc, si on ne les intègre pas dans la réflexion, on perd quelque chose. Donc, c'est peut-être pas simple, mais en général, c'est plutôt enrichissant, passionnant. Voilà. Et ça commence notamment par amorcer des changements de conscience. Amélie Noël, vous travaillez avec les marques. Ça ne doit pas être simple d'amorcer des changements de conscience auprès des marques. Comment ça se passe ? Donc effectivement, travailler avec des marques, c'est pas toujours simple, mais c'est très intéressant et enrichissant, on va dire quotidiennement. Cyr l'a dit, éco-concevoir, ça se fait pas tout seul. Ça démarre par les matériaux, mais pas seulement, puisque c'est vraiment une prise de conscience qu'on essaye d'amorcer chez les marques, mais on va dire chez tout individu qui consomme quotidiennement des lunettes, des machines à café, des aspirateurs. Moi, j'ai la chance de travailler pour un marché donc des biens durables, donc on peut voir autour de nous. Mais éco-concevoir une chaise ou une montre, c'est pas le même sujet. Donc éco-concevoir des lunettes, quand il y a des parties métalliques, quand il y a des parties souples, ça peut devenir tout de suite très complexe. Et du coup, ce changement de conscience, on essaye de le faire petit à petit, en essayant d'amorcer la réflexion sur la nature des matériaux qui est utilisée. Est-ce qu'on peut assembler différents matériaux sans les coller ou sans les souder ? Donc ça, c'est un point qui est absolument crucial. Et est-ce que ça sera recyclé ? Surtout dans Timon. On tente. Alors pour moi, l'éco-conception, en tout cas, c'est accepter de partir de la feuille blanche. En tant que fabricant, aujourd'hui, c'est ça.
c'est de se dire, je prends une feuille blanche et je recommence. Je recommence et je m'affranchis de tout. Et donc, souvent, ça peut être beaucoup d'investissement, ça peut être beaucoup de temps. Et finalement, les résultats, vous les obtiendrez que sur du long terme. Donc, vous donnez beaucoup sur du court terme, sans en avoir encore la vision. Mais voilà, c'est d'accepter de réfléchir, de tout remettre à plat et de s'affranchir de tout ce qui existe peut-être et de sortir un peu du cadre. Donc finalement, c'est plus simple de se lancer dans l'éco-conception quand on est une toute jeune entreprise qu'une entreprise qui a 30 ans et qui n'a jamais fait, ce qui n'est pas votre cas, mais d'éco-conception et qui doit se remettre en question. Je pense qu'on est complémentaires entre les toutes jeunes qui démarrent et puis les gros qui sont bien présents. Parce qu'on a peut-être une certaine agilité, une naïveté, un regard neuf, etc. Mais on n'a pas forcément les moyens d'impacter fort. Et du coup, on est très complémentaires. Et si on a conscience de ça ensemble, on parle de prise de conscience, du coup, on peut vraiment faire des choses intéressantes ensemble. Mais est-ce que c'est de la responsabilité des marques ou du fabricant de matière ? Alors, moi, je vais être clair. La conscience, une marque n'a pas de conscience. C'est les humains qui ont des consciences. Donc c'est la responsabilité de la personne derrière la marque. Non, mais pour moi, c'est important. La marque, c'est un outil, c'est un moyen. Pendant des dizaines d'années, ça servait à rentrer dans la tête des gens pour consommer plus. Vous vous souvenez de Patrick Lelay en 84, qui dit quand même que le 20h de TF1, il sert à préparer les cerveaux pour Coca-Cola, publiquement. Aujourd'hui, on n'oserait peut-être pas dire ça quand même. Mais vraiment, c'était ça, quoi. Et en fait, c'est juste un outil, la marque. Parce que si on remplace la finalité, qu'on passe de l'économie à l'écologie, à ce moment-là, c'est fait pour rentrer, pas dans la tête des gens, mais accompagner les comportements des gens à agir mieux. Et à ce moment-là, la marque, elle a tout son intérêt. Donc la marque, c'est juste un outil pour moi. C'est pas une conscience. La conscience, elle est partout dans la salle, là. Donc la responsabilité, elle est où ? Elle est chez le consommateur. Elle est individuelle et collective. C'est dur, ça. En fait, elle est chez le consommateur pour faire prendre conscience, pour moi, aux sociétés qu'elles doivent changer. Je pense que tout le monde n'est pas d'accord autour de cette table basse. En fait, il y a une espèce de triangle de l'inaction, c'est l'inaction entre l'État, les entreprises et les citoyens. Et à chaque fois qu'on se renvoie la balle de l'un vers l'autre, on perd du temps, de l'efficacité. Donc c'est l'affaire de tous, ce truc-là. Donc il faut prendre sa part et puis donner envie aux autres de prendre leur part et pas les contraindre juste, mais de leur donner vraiment envie. La marque, elle a une responsabilité, clairement. C'est ce qu'on disait juste avant, c'est au minimum d'y réfléchir. Qu'elle n'y arrive pas, c'est une chose. Mais au minimum, on a la responsabilité en tant que société aujourd'hui, en tant que marque donc, en tant que personne derrière la marque, de réfléchir à cette problématique-là. Voilà. Après, on le fait pas à pas, un petit, un grand, peu importe, mais il faut au moins y réfléchir. Mais effectivement, et ce que tu dis, le micro ne marche ici. Ce que tu dis est clé dans le sens où y réfléchir, ça veut dire aussi prendre conscience d'où viennent les matériaux qui sont utilisés, comment ils sont fabriqués. Tout à l'heure, il y avait une intervention très intéressante sur les étuis des lunettes. Quel prix y mettre ? D'où vient la localisation ? En fait, cette question de transparence. Encore cette question de transparence, et je pense qu'elle est vraiment clé. Et c'est aux marques de challenger vraiment et quotidiennement les matériaux que vous utilisez, les injecteurs, les extrudeurs, pour comprendre comment est transformée la matière, où est transformée la matière, et surtout quel va être l'impact carbone de ce matériau. Et, parce que la matière, c'est pas fait suffisamment. Et puis la question de la matière, c'est aussi, est-ce que c'est possible de faire de l'éco-conception avec une matière durable et parfois non dégradable ? Effectivement. Ça, c'est une question pour le coup qui vous concerne particulièrement. Nous, c'est une question qu'on a très souvent, puisque souvent quand on est sollicité et qu'on explique que nos matériaux sont biosourcés, la question d'après, c'est est-ce que je peux les mettre dans le compost ? Non. Ce n'est pas parce qu'ils sont biosourcés qu'ils sont biodégradables. Et donc, toutes ces notions de biodégradabilité, de biosourcé, de recyclable, c'est des concepts clés qui ne sont pas évidents, qui n'ont jamais de définition claire.
Et donc, c'est notre rôle en tant que fabricant de matières premières de rappeler vraiment comment est conçue notre matière, et puis surtout d'être conscient qu'on doit aussi être capable de mettre en place des circuits de collecte pour les recycler, pour les régénérer. Et ça, c'est un travail qu'on fait du coup avec les transformateurs, avec Greenfib, avec différents acteurs. Sandra, vous travaillez sur des lunettes compostables ? Non, pas encore, mais la page est blanche. Donc non, on s'interdit rien maintenant. Par exemple, on va utiliser le bêta-titane pour sa durabilité. Donc on va choisir des matériaux, effectivement, est-ce que derrière ils vont être recyclables ? Comment est-ce qu'on va opposer le fait que le produit, il est éco-conçu, mais peut-être que le matériau en lui-même, il va permettre une durabilité du produit dans le temps. C'était évoqué juste avant dans les conférences d'ailleurs de ce matin. C'était intéressant de se dire que quelque part un produit qui va durer peut-être plus longtemps, il va peut-être avoir l'avantage de à terme faire baisser les besoins dans la matière première. C'est une autre façon. Je pense qu'il n'y a pas qu'une voie, il y en a plusieurs. Et effectivement, cette prise de conscience, elle est au niveau des marques, donc forcément au niveau des fournisseurs de matière, elle est au niveau du fabricant. Et puis, c'est une boucle complète. Donc, c'est aussi au niveau des personnes qui vont revendre le produit et puis du consommateur. Hein. C'est un ensemble. L'effet, il est sur l'ensemble de la boucle. Thierry Duré, on disait un échantillon là, de votre matière. Ça, on est d'accord que, pour le coup, c'est pas compostable ? C'est durable. Mais c'est durable. Et c'est très important pour moi que ce soit durable. Parce qu'en fait, durable ou compostable, encore une fois, c'est un moyen. Quelle finalité on sert ? Si la finalité, c'est de faire un produit jetable, il ne faut pas qu'il soit dans une matière durable. Si la finalité, c'est d'avoir un usage durable, il ne faut pas qu'il soit dans une finalité compostable. Enfin, dans un moyen compostable. Donc, c'est toujours la même chose. C'est quoi notre cahier des charges et comment on fait, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et une fois qu'on a dit ça, l'idée, en tout cas pour moi, c'est qu'on ait de moins en moins de produits, d'objets jetables et de plus en plus de produits ou d'objets durables. Parce que la matière qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne produit pas. Et en deuxième sur le podium, c'est celle qui dure le plus longtemps à travers les usages qu'on en a. Et alors moi, je ne suis pas du monde de la lunetterie, mais mon rêve, c'est d'avoir des lunettes millésimées, que dans 10 ans, on soit trop fiers de montrer ces lunettes en disant « T'as vu, c'est des 2024 ». Et là, on aura avancé dans un sens. Peut-être pas le bon, je ne sais pas, mais il y a des choses qui auront bougé en tout cas. Donc durable ou compostable, en fait, ça dépend de l'usage. Encore une fois, je reviens à l'usager. Hein, mais tout ce qu'on peut faire sur le durable, ça me paraît pertinent. Amélie Noël, vous travaillez aussi bien avec des PME que des multinationales. L'approche est différente, justement, entre le petit magasin d'optique et... je crois qu'il y a des gros dont je ne citerai pas les marques. Mais... Non, effectivement, l'approche est différente, mais l'approche est différente aussi dans les multinationales. On a eu la chance, il y a François qui est dans la salle qui a travaillé sur ce projet également. On a eu la chance de travailler avec On Running, qui est donc un fabricant de chaussures de course à pied. Je regrettais d'ailleurs d'avoir déjà acheté mes chaussures quand on a fait l'appel ensemble. Je me suis dit, mince. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où de nombreux concurrents de cette marque qu'on est allé voir en leur proposant l'idée d'une chaussure 100% recyclable avec les mêmes matériaux, beaucoup ont botté en touche en disant que c'était trop compliqué. Et On a fait le premier pas. Et par contre, c'est des années de développement à base d'une feuille blanche où on arrête tout ce qu'on savait. Et on repart de zéro en se disant peut-être que vous n'aurez pas le fameux nuage qui est l'essence même de votre marque sur cette génération de chaussures. Peut-être que ce sera différent, mais vous pourrez la broyer en un seul morceau, vous pourrez la recycler et avec ça, vous pourrez faire une nouvelle partie de vos chaussures de la génération suivante. Et surtout, c'est des chaussures que vous n'achèterez pas, c'est des chaussures que vous louerez. Et ça, c'est un concept qu'on travaille beaucoup avec Greenfib sur est-ce qu'il faut acheter la matière ou est-ce que c'est possible parfois de la louer, de la recycler et du coup de limiter son usage. Oui, on le voit finalement, le durable ou l'éco-conception, c'est aussi être audacieux. Comment on fait finalement pour passer... comment on traduit l'éco-conception en éco-comportement ?
Parce que ce passage-là, c'est quand même un pont qui paraît évident, mais qui n'est pas si simple. Cyr Duré. Parce que vous, effectivement, vous l'avez fait il y a quelques années, ce passage. Oui, mais ce serait très très facile de dire que de tirer la couverture et de se dire qu'on était particulièrement novateur sur l'éco-conception. Ça, c'est pas parti comme ça. L'idée, c'était vraiment de faire des produits qui étaient faciles à monter, qui allaient pouvoir nous permettre, comme on les assemblait, d'utiliser aussi, de mutualiser certaines pièces sur plusieurs références. Donc c'était de l'éco-conception malgré vous, finalement. Exactement. Et aujourd'hui, il y a une bonne concordance des temps, et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des produits qu'on peut désassembler, qu'on peut réparer, que finalement, à partir du moment où on peut les désosser complètement, on peut les recycler plus facilement. Maintenant, aujourd'hui, c'est de la sensibilisation qu'il faut faire. Par rapport à ce que vous évoquiez, il faut sensibiliser les personnes autour de nous sur ce que l'on fait et comment c'est fait. Et c'est là où peut-être le collectif, puisque c'est quand même l'intitulé de cette conférence, a un rôle énorme. Oui, parce qu'en fait, on parle de changement, là, en fait, quelque part. Et moi, j'aime bien parler de mon frigo et de mon vélo. Parce que quand on change le sens d'ouverture de sa porte de frigo, enfin, le sens d'ouverture de la porte, c'est simple, c'est 2 vis à défaire d'un côté, un cache de l'autre. Donc c'est physique et individuel. C'est le changement le plus simple qu'on ait à vivre. Et pourtant, on garde longtemps le réflexe de l'ouvrir. Et pendant des semaines, on a envie d'ouvrir du nouveau mauvais côté. Donc il faut être hyper humble en fait sur ce sujet-là. Ça me paraît essentiel, chacun, et hyper ambitieux ensemble. Parce qu'on a quand même des jolis sujets devant nous et il faut quand même taper dedans. Et alors j'ai quand même une bonne nouvelle par rapport à ça, que je vais vous partager, dont j'ai pris conscience, moi, il n'y a pas très longtemps, mais depuis que j'en ai pris conscience, je suis trop content. Et je pose la question à tous ceux qui nous inspirent sur ces sujets-là, des François Gémen, des Heidi Sevestre, glaciologues, etc. Et tous me répondent la même chose, donc ça me va bien. C'est qu'en fait, ce chemin de l'éco-conception dont tu as rappelé la définition d'intégrer une dynamique de respect du vivant, moi je l'appelle comme ça, mais dans ce qu'on fabrique, dans ce qu'on entreprend, en fait, chaque pas qu'on fait dans ce sens-là, quelle que soit sa dimension, son sens, personne ne se dit au bout de quelques temps « non, finalement, je vais revenir en arrière, c'était nul ». Ça vous a déjà traversé l'esprit, Sandra Thivon ? Ça n'arrive pas. Ça peut arriver par des contraintes extérieures, par... Non, mais le changement, ça fait peur. Le changement, ça fait peur. Mais une fois qu'on l'a amorcé... Après, aujourd'hui, sincèrement, c'est facile de se dire on prend une feuille blanche et on repart depuis le départ. C'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile. Rien n'est simple. Encore une fois, ça prend... nous, on a vu des projets qui ont pu mettre plus de 5 ans à 6 ans à être développés parce qu'on veut s'affranchir des méthodes traditionnelles de fabrication et il faut en trouver des nouvelles et c'est pas facile. Donc, ça peut être décourageant. Il y a des moments, ça peut être décourageant. On parlait tout à l'heure des facilités qu'on peut avoir à le faire ou pas, à le mettre en œuvre. Je veux dire, il y a un moment donné, on est là aussi pour développer des produits, pour vendre, faire vivre nos maisons. Donc, oui, de temps en temps, ça peut être aussi la course contre la montre. De toute façon, l'éco-conception, quelque part, il y a un rôle collectif dans le sens où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une urgence, on va dire, qui est... Aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale sur le fait qu'on doit pouvoir repenser nos modes aussi, que ce soit de fabrication et d'usage. Et encore une fois, je pense que c'est le message depuis le départ, c'est une boucle. Amélie Noël, avant de donner la parole, on va vivre une petite expérience avant de vous donner la parole. Amélie Noël, justement, ce côté, une fois que j'ai fait le pas, je ne fais pas demi-tour, et en même temps, ce pas, il est difficile à faire. Comment ça se passe justement dans votre relation avec vos clients ? Justement, j'allais rebondir dessus parce qu'un temps de développement pour concevoir complètement un produit, ça peut être assez long. Donc, c'est pas simple. Et c'est pour ça qu'en général, on y va toujours par étapes. Que ce soit une petite PME ou une grande marque, le chemin, c'est le même. Et le but, c'est vraiment de se dire, on prend un produit, un projet et on essaye. On ne demande pas, jamais ça nous est arrivé de rentrer en contact avec un client en lui disant mais il faut tout changer. Et par contre, tous ceux qui ont fait le premier pas et qui ont essayé sur un produit, il n'y en a aucun qui est revenu en arrière.
Donc, c'est cette première étape et cette prise de conscience qui est clé. Mais une fois que le premier pas est là, on voit des changements qui sont radicaux. Quand je parlais de on-running tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que là, moi, ça me fait très plaisir quand je vois que chez Decathlon, maintenant, on peut louer des produits. Ou tout à l'heure, on parlait du 3D. Se dire qu'il y a des petites pièces qui pourraient être en 3D pour réparer des montures de lunettes, ça ouvre un champ des possibles assez affolant, et en même temps ça donne plein d'espoir. Ça donne plein d'espoir. Il suffit d'avoir un petit peu de curiosité pour explorer. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on sait qu'aujourd'hui on est dans la bonne direction. Et vraiment merci à Carole et à Recycloptique d'organiser ce type d'événement chaque année, parce que c'est cet espoir qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Merci pour cette note d'espoir. Avant de vous donner la parole, j'aimerais donner effectivement la parole à Cyr qui voudrais vous partager, faire une petite expérience juste avant des questions. L'année dernière, j'étais venu avec ma guitare en green fib et j'ai fait une petite chanson. Très bien. Donc là, j'ai pas refait. Par contre, j'ai quand même trois petites phrases à vous partager et 3 petites questions à vous poser qui vont derrière. La première, c'est progresser, c'est changer d'erreur. Tu as parlé d'audace tout à l'heure. C'est intéressant d'accepter l'erreur dans son processus. On parle de faute d'orthographe et d'erreur de calcul. C'est-à-dire qu'en français, faute égale sanction, erreur égale apprentissage. En maths, on a le droit de faire des erreurs. En français, quand on fait des fautes. Donc les mots, ils ont leur sens. Donc progresser, c'est changer d'erreur. C'est pour moi un truc et astuce pour oser regarder sa page blanche avec un petit peu de motivation. La deuxième chose, c'est ce que je regarde se développe. Quand vous êtes en vélo, si vous regardez le nid de poule, vous relevez dans le nid de poule. Si vous regardez à côté, vous passez à côté. On va là où on regarde. Donc c'est très important pour moi qu'on regarde ce qui est positif, constructif, qui apporte, qui fait avancer. Tout ce qui gave, fatigue, prend du temps, etc. On a plein d'occasions pour se faire du bien à lâcher tout ça. Mais dans ces moments de construction, d'essai, c'est intéressant d'essayer de se mettre dans cette énergie de ce que je regarde se développe. Et la troisième, c'est Syntex qui a écrit ça dans Vol de nuit, où, comme tu disais, des solutions, il y en a plein, et il y en a tellement qu'en fait, lui disait, dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer, et les solutions suivent. Donc si vous avez envie, si vous mettez un certain nombre de petits treks comme ça, de travailler ensemble, d'ouverture, et ben après, il se passe ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut en faire quand ça se passe. Voilà. Moi, ma grand-mère disait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions dans une autre veine. Et du coup, pour finir, avant les questions, parce que là, il n'y a que nous qui avons parlé, donc les 3 petites questions que je vais vous poser, on a parlé de conscience tout à l'heure. À côté de la conscience, il y a la réflexion, il y a l'émotion, il y a l'action, tête, cœur, corps. Et donc, en fait, on vous propose de prendre 2 minutes là avec votre voisin que vous connaissez ou pas, et juste vous lui partagez qu'est-ce que je viens d'apprendre là, qu'est-ce que je viens de ressentir, et ça me donne envie de faire quoi. Parce que le fait de le partager, ça va vous aider à l'ancrer et à en faire quelque chose. Et on ne vient pas là que pour s'écouter, sinon c'est dommage. Donc vous avez 3 minutes avec votre voisin, c'est parti. Alors, quand on a une petite maison, on la remplit. Quand on a une grande maison, on la remplit. Le temps, c'est pareil. Quand on a peu de temps, on le remplit. Quand on a beaucoup de temps, on le remplit aussi. Ça s'arrête plus. Donc on a pris 3 minutes. Voilà, ça passe vite. Peut-être ça a déclenché des questions. Dissipé du premier rang, là. Je vous vois. Donc, place aux questions ? Oui, parce que j'imagine qu'après ces échanges-là, on en discutait nous-mêmes, on a des questions entre nous, donc sans doute des questions ont surgi au cours de ces échanges. Donc, c'est le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main, le micro va circuler parmi vous. Il y avait un brouhaha pas possible, et là, il y a... Pas de questions. Moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous vous êtes raconté ? Parce que vous vous connaissiez tous à côté, ou vous avez pu être à côté d'une personne que vous ne connaissiez pas ? Vous ne vous connaissiez pas ? Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Est-ce que madame, vous avez des choses que vous voudriez partager avec nous? Elle n'a pas l'air d'accord. Ah, un peu en dehors. Est-ce qu'il y a eu des échanges? Parce que l'idée, c'était quand même... enfin, vous échangez les numéros de téléphone si vous voulez, hein, mais l'idée, c'était quand même qu'il y ait un lien avec éco-conception et lunetterie, mais tant mieux s'il y a d'autres... Ah, je vois une main qui se lève. Nous, on se disait que, en fait, quelque chose en fait, au final, on est arrivé, je pense, à un lien avec l'éco-conception, c'est le profil et le côté social des entreprises qui vont faire de l'éco-conception. On parlait du côté nid de poule, voilà, par rapport à regarder à côté, et qui avait le côté qu'une entreprise qui donne envie, une entreprise qui est en social où les gens sont bien. Au final, ça fait aussi partie de cet environnement positif qui accompagne vers le changement. Alors que oui, il peut y avoir quelque chose qui pourrait être éco-conçu par une structure qui donne moins envie. Peut-être que là où on a moins de transparence, j'ai beaucoup parlé pendant la pause déjeuner de transparence sur les matières. Et donc voilà, donc en tout cas, il y a ce côté aussi de donner envie et que l'entreprise donne envie aussi par ses valeurs. Vous avez le droit de réagir vous aussi, hein, si ça vous inspire ce qui vient d'être dit. Oui, voilà, exactement. Il y a une dimension culturelle. Je pense que c'est clair. Après, la dimension entreprise, moi, je vous parle de ça. C'est dans une entreprise familiale. C'est mon père qui l'a créée. Moi, je travaille à ses côtés depuis 25 ans. Moi, il m'a transmis sa passion. Il m'a transmis sa passion du produit. Mais le produit, il le fait pour les gens. Il a envie que les gens ils se sentent bien avec ces lunettes-là. Qu'ils ne les sentent pas, qu'ils soient confort. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui transmet. Et puis, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la maison. C'est dans les valeurs qu'on va retrouver dans le produit, mais c'est des valeurs qu'on va transmettre d'une manière générale après, au cœur même de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres échanges intéressants que vous souhaiteriez partager avec nous? Ça peut être simplement des réflexions, pas forcément des questions au cours de vos discussions. Oui, juste ici, devant, au 3e rang à gauche. Bonjour, moi c'est une question peut-être pour Madame Darkema. Quand on parle de biosourcé, des fois on nous oppose, nous on le voit avec certains de nos clients. Donc on est Santé Claire, donc nos clients sont les complémentaires santé. Et tout de suite des questions, c'est ah bon, il y a une 60aine de pourcentage issus d'huile de ricin. Ah bon, mais c'est quoi le reste du produit? Et ça fait douter parce que quand on parle d'éco-conception, des fois on se dit, ou biosourcé, on se dit tout le produit est biosourcé. Donc c'est pas évident d'amorcer la discussion face à des gens qui peuvent soit être déjà de base réfractaires ou soit dans l'incompréhension. Donc je ne sais pas quelle réponse vous pouvez avoir à ça. Déjà, merci de poser la question. Et effectivement, à chaque fois, autour de ces concepts de recycler, de biosourcer, de compostable, on trouve souvent un pourcentage ou pas. Je dis ou pas parce qu'en fait, la réglementation européenne n'oblige absolument aucun fournisseur de matières premières à dire quel est le pourcentage de biosourcé dans vos produits. Et je dirais que le plus gros, j'allais dire red flag ou drapeau rouge, c'est finalement quand il n'y a pas de pourcentage à côté. Puisque souvent, quand il n'y a pas de pourcentage à côté, c'est que le pourcentage il est moindre. Et nous, on a choisi ce mode de transparence complète, de donner le pourcentage exact de biosourcé qui est calculé par un organisme externe dans nos produits et qui finalement prouve qu'on est allé remonter la chaîne de valeur jusqu'au bout. Mais où est-ce qu'on le trouve, ça ? Et ça, en fait, on le trouve sur nos sites, on le trouve sur nos certificats d'analyse, on le trouve dès qu'on pose la question, mais même avant, tous nos sites internet le donnent, toutes nos fiches techniques le donnent. Et pour nous, c'est vraiment le gage de transparence. Alors,
effectivement, le Real Saint-Clair, il n'est pas 100% biosourcé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun fournisseur qui nous permet de faire du 100% biosourcé dans les matières premières qu'on utilise. Parce que pour avoir un matériau complètement transparent, on ne peut pas utiliser que du ricin. Sinon, la transparence n'est pas comme celle du verre, elle est un petit peu inférieure. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais pourtant... il y a plein d'opticiens et de fabricants de lunettes qui utilisaient du Real Saint-Clair par réflexe pour des matières qui coloraient en opaque. Et du coup, et oui, c'était le cas encore il y a 2-3 ans. Et donc là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser du 100% biosourcé quand ils coloraient en opaque. Ou alors du 100% biosourcé et même partiellement recyclé. Et c'est ce qu'on fait avec Greenfib. Donc en fait, tout dépend de l'usage que vous allez avoir de votre matériau. Et nous, on le dit toujours, effectivement, c'est pas toute la matière qui est biosourcée aujourd'hui sur le Real Saint-Clair, c'est déjà une partie. Donc c'est déjà un début. Et on challenge nous-mêmes nos fournisseurs de matériaux pour aller un cran plus loin. Et aujourd'hui, on pourrait avoir du bio, pas du biosourcé, du bio, avec ce que font beaucoup aujourd'hui, c'est qu'ils achètent en fait des certificats. Et aujourd'hui, on fait le choix de ne pas le faire, en tout cas pour nos matériaux, parce qu'on trouve qu'on n'a pas un niveau de transparence suffisant de la part de nos fournisseurs. Donc, on ne va pas à cette étape d'après tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir vous certifier de façon pleinement transparente d'où vient le biosourcé sur l'autre partie de nos matériaux. Ça a répondu à votre question ? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une dernière. On peut prendre une dernière. Donc c'est le moment. Lancez-vous si vous en aviez une. Non, très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Amélie Noël, responsable du marché des biens durables au sein d'Arkema en Europe. Sandra Timon, responsable marketing du fabricant français Minima. Et Cyr Dioré, cofondateur de Greenfib, qui produit une matière biosourcée et durable.